Dans la nuit de vendredi à samedi, des affrontements ont opposé des jeunes de Orodara aux forces de l'ordre. Le bilan fait état de 5 morts et des blessés. Que s'est-il passé exactement? La réponse à suivre dès le début de ce journal. Au lendemain de la démission du gouvernement, des citoyens burkinabés donnent leurs avis. Ceux interrogés à Bobo-Dioulasso et à Gawa expriment surtout des préoccupations et leurs attentes du prochain gouvernement. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis dans ce journal, nous irons au barrage de Samandeni où la pêche est autorisée depuis le 24 décembre dernier. Ce troisième barrage le plus important du Burkina Faso attire de nombreux pêcheurs nationaux et de la sous-région. Eux et leurs clients saluent à juste titre l'opportunité qu'offre le barrage de Samandeni. En sport, il y aura bel et bien un club burkinabé dans la phase de groupe de la Coupe CAF à la Confédération africaine de football. Il s'agit de Salitas qui a renversé ce soir les Libyens d'Al Nasra par le score de 3-1. Les temps forts du match à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, atmosphère tendue dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Orodara entre forces de l'ordre et une partie de la population. 5 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements. Tout est parti du refus de certains individus de se soumettre aux règles de la police pour entrer en possession de leurs engins, des engins saisis pendant la manifestation du 17 janvier dernier. Plus d'explications avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Après les échauffourées entre forces de défense et de sécurité et une frange de la population dans la nuit du vendredi au samedi, le calme semble revenir ici à Orodara. Des individus auraient tenté de force d'entrer en possession de leurs engins confisqués par la police suite au drame du 17 janvier 2019 sans remplir les formalités exigées par la police. La situation s'est ensuite transformée en un affrontement. Le bilan provisoire de cet incident malheureux fait état de blessés et de morts. Nous avons 10 personnes qui avaient été admises au niveau de la formation sanitaire du CMA de Orodara. Et sur les 10, nous avons pu enregistrer 5 morts et 5 blessés qui sont actuellement au niveau de la formation sanitaire. C'est-à-dire que c'est avec regret que nous constatons cette situation. C'est une donne qui nous éprouve tous. Nul ne l'a souhaité, mais lorsque c'est survenu, en tout cas nous devrons le prendre avec philosophie et bien sûr essayer de voir dans quelle mesure on peut réconforter les familles. La présence de ces cailloux sur les chaussées témoigne de la violence de l'affrontement. Et pour éviter que la situation ne se dégrade davantage, un comité de crise a été mis en place. Un comité qui a tout de suite pris des mesures sécuritaires. Spécifiquement par rapport à cette situation, des dispositions ont été prises. Il s'agit d'abord dans un premier temps de faire en sorte que les lieux qui peuvent regorger du public, en tout cas, puissent être fermés. Et à ce sujet, il y a une mesure qui a été prise, un arrêté portant fermeture du marché de Orodara pour 48 heures pour compter de ce jour. En plus de cela, il y a un communiqué également que nous avons fait passer pour inviter d'abord les populations au calme, les inviter à éviter bien sûr des attroupements et des regroupements dans les lieux publics, et ce également pendant une période de 48 heures. Une mesure également portant instauration de couvre-feu, voilà, sera prise également au niveau région par monsieur le gouverneur de la région, qui concernera bien sûr la ville de Orodara, pour compter de ce jour 18 heures au lendemain à 6 heures du matin. Sur le terrain, le dispositif sécuritaire des FDS est toujours en place. Et les hauts-commissaires invitent les populations au calme et à la retenue. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités. La nouvelle est tombée hier soir. Le Premier ministre Paul Kabatseba et son gouvernement ont rendu le tablier. Comment les Burkinabés ont-ils accueilli la nouvelle? La question a été posée à des citoyens de Bobo-Dioulasso et de Gawa. Des citoyens qui expriment également leurs attentes du prochain gouvernement. Nous les suivons dans ce micro-trottoir. Je pense que cette démission est la bienvenue. La situation sécuritaire, ça ne va pas. Et ça crie partout, la vie chère, ça crie. Les fonctionnaires crient partout. S'il faut prendre un civil qui ne connaît rien de l'armée pour mettre à la tête de l'armée, bon, peut-être il va se débrouiller. Il va faire ce qu'il peut, il n'arrivera pas. Qu'il choisisse vraiment un homme dur, un homme qui est capable de frapper fort,
pour que nous soyons un peu en paix. Personnellement, je déplore cette démission-là, parce que c'est un combat qu'ils ont engagé. Et si maintenant, en bout de chemin, ils arrêtent, bon, on ne sait pas qui va venir. C'est bien vrai que l'État, c'est une continuité, mais ça aurait été bon qu'il reste. Les engagements qu'ils ont pris avec les différents partenaires sociaux, là, jusqu'à présent, rien n'a encore mis en œuvre. Il y a des difficultés dans tous les secteurs. Et maintenant, eux, ils vont partir. Qui va venir assumer la suite, là? Non, on s'entendait à ça parce que ça ne va pas du tout. Rien ne va. Ça ne va pas. Rien n'a marché dans ce gouvernement-là, rien. Rien n'a marché. Tout est zéro, tout est anéanti, il n'y a rien. Sécurité, finance, tout est zéro. On attend quelque chose de meilleur, plus que ce qui est passé. Parce que ça, là, vraiment, ça ne va pas dire. Le gouvernement même qui a démissionné, là, on les a fait trop souffrir dans le pays, là. Il y a eu trop de choses. Ils n'ont même pas eu la liberté même pour travailler. Moi, je pense que le président doit bien réfléchir, amener des bons éléments à la place qu'il faut pour bien gérer le reste de son mandat. Bon, sinon à l'air là, tout le monde voit trop de difficultés. Ouais, ça va pas. Il faut mettre les hommes à leur place. Ceux qui peuvent dire la vérité. Pas avoir peur de quelqu'un, tu dis la vérité. Si y a quelque chose, décision à prendre, tu prends la décision et puis tu dis il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça, on veut que le CERS, il n'a qu'à prendre son temps, chercher de bons gars, mettre à la place. Et puis c'est fini. Vous allez voir, tout va changer. Depuis un bon bout de temps, il y a un taux de laxisme au niveau du gouvernement. Bon, primo au niveau de la sécurité, vraiment c'est du désordre. On ne peut pas comprendre qu'on a fait combien d'années, des trucs qu'on ne voyait pas. Du coup, ça a perdu. Bon, au moment, la priorité, c'est la sécurité. Voilà, on ne veut pas accepter que c'est difficile de voir que nos frères, nos sœurs sont en train de tomber. Et puis ici, on se rend compte même au niveau de l'administration, ça ne travaille pas. Donc, c'est pas bon. On a attendu la démission du gouvernement, donc on est content. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas bien travaillés, ils ont bien travaillé. Mais quand tu travailles et puis tu vois que ça n'en va pas, il faut accepter de démissionner. C'est très bien fait pour leur part. Le prochain gouvernement, on va les attendre avec succès, puis les accueillir en deux gros bras. Mais ce qu'on nous souhaite seulement, c'est la sécurité du pays, bien avant tout. Tant qu'il n'y a pas la sécurité dans un pays, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Et comme il fallait s'y attendre, la démission du gouvernement est applaudie au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui saisit l'occasion pour fustiger la gestion du Burkina Faso par le pouvoir en place. Ce samedi, à Ouagadougou, le bureau politique national du CDP a convié ses secrétaires généraux des sections et sous-sections pour une assemblée générale. Le CDP se prépare aussi pour les prochaines échéances électorales. Yacouba Gamene et Dramandadia. L'hymne du CDP a entonné au siège du parti, puis une minute de silence à la mémoire des disparus. Je vous remercie. Pour cette assemblée générale qui se tient au lendemain de la démission du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et de son gouvernement, le Congrès pour la démocratie et le progrès est tout sourire. Mais je vous avais dit que le Premier ministre n'est pas à la hauteur. Ce n'est même pas le Premier ministre, c'est tout le gouvernement qui n'était pas à la hauteur. Nous avons tant appelé en 2018 le Premier ministre de jeter l'éponge. Il a enfin entendu notre cri de cœur. Edi Kombiogo peint la gestion du régime Kaboré en noir. Même un nouveau gouvernement ne fera pas l'affaire, a-t-il dit à ses secrétaires généraux des sections et sous-sections, venus prendre des directives pour préparer le CDP à la reconquête du pouvoir en 2020. Pas seulement la présidentielle, mais également les législatives, avoir une majorité absolue. La solution aujourd'hui au Burkina Faso, qui dirige le pays, est devenue le problème. Et vous devez relever le défi. C'est triste de constater ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Nous prenons l'engagement de nous battre au quotidien pour récupérer notre terrain, surtout nos militants qui ont aujourd'hui besoin d'une nouvelle ère de démocratie. Ouvrir ses portes aux nouveaux militants. L'ancien parti au pouvoir sonne ici le tocsin du rassemblement et de l'unité pour dynamiser les structures de base en 2019.
Ils se présentent désormais comme les voix des couches sociales opprimées. Des milliers de Burkinabés ont battu le pavé ce samedi à Bobo-Dioulasso pour condamner les tueries de Irgou et pour promouvoir le vivre ensemble au Burkina. Cette marche est une initiative du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Biti Bienawa et Moussa Sano. Contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, de milliers de personnes marchent ici dans les rues de Bobo-Dioulasso pour exprimer leur désarroi par rapport aux événements de Yirgou dans le centre-nord. Une marche à l'initiative du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Je marche vraiment pour protester contre cette situation-là. Que contre les communautés, vraiment qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse aussi vraiment permettre à nos enfants de connaître nos réalités. On a plus de 60 ethnies ici au Burkina. Pourquoi stigmatiser en tout cas une ethnie? Nous sommes de la même famille au Burkina, nous sommes dans le même panier et nous sommes dans le même bateau. Je crois que ce matin vous avez vu le monde, ce n'est pas uniquement une race. Partis de la place Tiefo à Moro, les manifestants qui dénoncent les tueries de Yirgou se sont d'abord dirigés vers la station Petrofa de Sikasso-Sira avant de bifurquer sur l'avenue menant à la place de la Nation où les autorités les attendaient. Nous réitérons notre volonté inébranlable de voir la justice s'appliquer dans toute sa rigueur à tous les auteurs de l'assassinat du chef de village de Yirgou et ses siens, ainsi qu'à tous les criminels, auteurs de massacres injustifiés contre la communauté Peul. Seule une justice rigoureuse et diligente peut nous épargner des affres d'un cycle de violence aux conséquences imprévisibles et apaiser les cœurs des victimes. Après lecture, ce message adressé au président du Faso est remis au gouverneur de la région de Oubassin qui, tout en promettant de l'acheminer, n'a pas manqué de rappeler aux manifestants les vrais ennemis, le terrorisme. Il ne faudrait pas permettre à un ennemi qui doit être un ennemi commun de nous diviser. Cette marche de Bobo-Dioulasso n'est pas la première du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Une structure née suite aux événements de Yirgou qui entend désormais se poser comme la voix des couches opprimées. Autre point de l'actualité, et nous restons dans les hauts bassins. Je vous amène au barrage de Samandeni où la pêche est autorisée depuis le 24 décembre dernier. Et depuis lors, ce barrage attire de nombreux pêcheurs du Burkina Faso, mais aussi des pays voisins comme le Mali et la Côte d'Ivoire. Pêcheurs et clients saluent cette belle opportunité que leur offre le troisième barrage le plus important du Burkina Faso. Le constat dans ce dossier de Moussa Tamboura et Amadou Lougué. Cette partie du barrage est déjà surnommée le port par les pêcheurs. Au petit matin vers 6 heures, les uns après les autres, les pêcheurs sortent de l'eau avec leurs prises. Ce matin, on dira ce que j'ai gagné, c'est que ça peut arriver 5 kg, 10 kg, 20 kg comme ça. Au même moment, les clients défilent. Souleymane Zongo et Adjara Sanou sont des habitués de Samandeni. Depuis l'ouverture de la pêche, ici, il y a des jours, j'achète 60 kilos, parfois même jusqu'à 100 kg de poissons. Le kilo ici à 500, 750, puisqu'il y a beaucoup de qualités de poissons. Des silures et des carpes pour la plupart. C'est le fruit d'un travail acharné déployé chaque jour par les pêcheurs burkinabés, maliens et ivoiriens confondus. Ils rentrent les après-midi dans l'eau. Certains y passent toute la nuit à pister le poisson. Hier, c'est à 14 h que nous avons placé les pièges. Et à 3 h du matin, nous avons commencé à les enlever. À côté des pêcheurs à pirogue, il y a ceux qui viennent tenter leur chance à la canne. Ishaka Djire et Serge Sebgo militent dans l'association des pêcheurs à la ligne de l'Ouest. Déjà, nous venons ici parce que c'est une passion. Le fait de quitter la ville et de se retrouver au bord de l'eau. Je pense que sur 50 pêcheurs, si vous demandez, la moitié vous diront qu'ils sont venus déjà pour se récréer. C'est le 24 décembre 2018 que le gouvernement a décidé d'ouvrir le barrage de Samandeni à la pêche. Mais la pratique est soumise à des règles. Vous ne devez pas utiliser des engins qui soient dynamités, des poissons à l'intérieur, ou bien utiliser des mailles, des petites mailles pour pêcher des petits poissons. Les filets. Tout contrevenant aux règles de pêche s'expose à des sanctions
des sanctions qui vont du retrait de permis de pêche à la prison. On a appris, suivant des sources sécuritaires, qu'il y a des gens qui utilisent même des poisons. Et là, si on vous prend, là, vous pouvez vous emprisonner jusqu'à 10 ans. Selon le ministère en charge des ressources halieutiques, environ 700 permis de pêche ont déjà été délivrés. Les prix vont de 8 000 à 35 000 francs CFA. Au barrage, les pêcheurs construisent leurs habitats au bord de l'eau et c'est ainsi parti pour des années de pêche. Et de Samandéni, nous mettons le cap sur le Sourou, un fleuve, mais également une vallée aménagée où l'agrobusiness est aujourd'hui une réalité. Actuellement, c'est la production de l'oignon qui connaît un succès commercial au Sourou, avec des clients venant du Burkina Faso et de la sous-région. Mais les producteurs doivent composer avec des intermédiaires dans la vente de l'oignon. Comment cela se passe et quelles retombées pour ces producteurs? La réponse avec Serge Somda et Yacouba Goro. D'un coût estimé à 55 000 francs CFA au mois de décembre, ce sac d'oignons se paye aujourd'hui à 40 000 francs dans les périmètres irrigués de Di dans la vallée du Sourou. Diverses difficultés expliquent cette baisse. L'écoulement des produits reste aléatoire et la commercialisation est confiée à la demande plus qu'à l'offre. Ici, les producteurs souffrent le martyre. Enrôlés dans des coopératives ou simples ouvriers agricoles, les producteurs du Sourou indexent la présence des intermédiaires de commerce au-delà du coût élevé des redevances d'eau des différentes stations de pompage. Pour ces producteurs, les intermédiaires sont des mauvais pions qui ne participent pas à l'émergence du marché d'oignons. Parce que quand ils viennent, ils ont des connaissances. Ceux donc, qui ont travaillé dans l'oignon, c'est entre nos producteurs même qui se disent des quacossaires des loyons. Bon, ce sont leurs tuteurs, ils s'en vont loger et aussi, bon, maintenant, il est fait promener dans le champ pour payer. Bon, des fois même, ils envoient notre produit sans payer même. Ils disent que ouais, le type là n'a pas envoyé l'argent. Je prends un exemple de l'an passé même, il y a d'autres même qui ont vendu leurs produits, même 5 francs, ils n'ont pas encore eu. Présents ces dernières années à Guédougou et les environs des périmètres irrigués, ces intermédiaires de commerce ou coxeurs jouent le rôle de facilitateurs dans les échanges entre les producteurs et les acheteurs internationaux. Cet intermédiaire a réussi à écouler plus d'une vingtaine de camions d'oignons sur le marché international en 2018 et s'apprête à honorer une autre commande venant du Ghana. Et nous travaillons avec des partenaires qui sont basés au Ghana, en Côte d'Ivoire. Moi-même d'abord, avant même d'être intermédiaire, je suis producteur. Je suis producteur et je fais partie aussi des grands producteurs de la vallée. Donc on a de très bonnes relations parce que l'intermédiaire, d'abord nous sommes bien organisés ici. Nous sommes dans une association dont je suis le secrétaire, association Nyogondeme. Et quand la demande est forte, le prix est stable. Mais quand la demande est faible et les gens n'aiment pas tellement durer au champ, au lieu de se calmer pour qu'on puisse vraiment attendre le mois pour pouvoir liquider pour eux, ils viennent harceler les gens, ils partent voir même certaines personnes même en dehors de nous qui viennent payer à un prix bas. Et par exemple, si le prix est à 20 000 francs et quelqu'un vient payer à 15 000, automatiquement nous sommes obligés d'aller à 15 000, sinon on ne pourra pas vendre. L'activité met en mal l'entente au sein des producteurs et les affaiblit face aux acheteurs internationaux. Une nouvelle épine qui vient s'ajouter à la longue liste de difficultés que connaissent les producteurs dans cette partie du Burkina Faso. Autre point de l'actualité, vous n'aurez plus à vous douter sur la qualité de leurs produits, désormais estampillés NBFA. Elles sont 5 entreprises burkinabées désignées comme celles qui respectent les normes de production. Ces entreprises ont été retenues à la suite d'une étude réalisée par l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebego. Le réseau des productrices du beurre de qualité des régions des Cascades et des Hauts-Bassins reçoit ici son certificat de conformité aux normes NBF. Tout comme ces réseaux, elles sont plus de 5 entreprises burkinabées à être certifiées. Des certificats attestant que les produits de ces entreprises répondent aux standards de qualité de la norme NBF, norme du Burkina Faso. Nous sommes vraiment très contents en ce jour de savoir que notre huile
est certifiée conforme à la norme burkinabé. Nous avons une huile qui est contrôlée et par plusieurs laboratoires, notamment le laboratoire national de santé publique, depuis la réception de la graine jusqu'à la sortie du produit fini. C'est une initiative de l'Agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité, l'ABNorm, qui a pour objectif de promouvoir la qualité des biens et services au Burkina Faso. La certification permet de créer cette confiance entre le producteur et le client à travers la position de ce logo. Le logo qui comprend l'insigne NBF, qui veut dire la conformité aux normes du Burkina Faso. L'agence a été créée en 2012. Elle met en œuvre la politique nationale de normalisation, de contrôle, de certification, mais aussi de promotion de la qualité de la métrologie des produits destinés à la consommation du public. L'école des jeunes aveugles de Ouagadougou s'apprête à célébrer son 30e anniversaire. L'annonce est faite par l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes. Et lors de la conférence de presse animée hier à Ouagadougou, la BEPAM a aussi donné la situation des jeunes aveugles au Burkina Faso. Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebego. L'école des jeunes aveugles de Ouagadougou célèbre ses 30 ans d'existence les 22 et 23 janvier 2019. Cette conférence de presse donne l'occasion à l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes de décliner les grands axes de cette commémoration et le bilan de l'école. Il y aura des visites de stand et un peu le clou, c'est la visite dans la chambre noire pour que les invités vivent quelques minutes, juste 1 ou 2 minutes, ce que nous vivons tous les jours. Le lendemain, il y aura une crosse populaire à partir de 8 h. Et à 9 h, il y aura une conférence interne sur l'éducation des enfants handicapés visuels. Et l'après-midi, à 15 h, il y aura la finale de la Coupe du Président en Torbol. Et subsidiairement à cela, nous avons un événement très important pour nous qui est le Faso Tandem qui doit se tenir cette année à Banfora. Les difficultés que les élèves rencontrent dans leur vie socio-professionnelle ont été également abordées. Face à leur situation, l'Union des aveugles prône le respect des droits de ces enfants qui vivent avec un handicap. Nous demandons à l'État de faire bouger les lignes. Il y a une loi, la loi 12, qui devait faire avancer les choses, mais qui est en manque de mise en œuvre. Et nous rappelons cela chaque fois que nous avons l'occasion pour que cette loi soit mise en œuvre afin que la personne handicapée ait accès à tous ses droits. L'école des jeunes aveugles de Ouagadougou a été créée en 1987 et de nos jours, elle compte plus de 152 élèves. Un complexe scolaire pour le village de Sao dans la province du Mouna. Le geste est d'une ONG allemande dénommée Association pour la solidarité en Afrique de l'Ouest. L'inauguration du complexe scolaire de Sao est intervenue jeudi dernier en présence des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le reportage d'Edouard Ouedraogo, Samson Batsiono et Christophe Traouri. Désormais, ces élèves du village de Sao, dans la commune rurale de Tchériba, quittent ce bâtiment qui leur servait de salle de classe pour ce nouveau joyau. Des infrastructures acquises grâce à l'association Yelouni pour le développement socio-économique de Sao, avec l'appui financier de l'association Solidarité Afrique de l'Ouest à Sao. Jusqu'à la fin de 2019, on aura réalisé 176 écoles primaires avec 635 classes et 241 collèges avec 1457 classes. Et on compte pouvoir continuer chaque année avec une trentaine d'établissements. Nous étions dans les anciens locaux depuis l'ouverture du CESE au cours de l'année scolaire 2014-2015. Au cours de cette année scolaire, nous enregistrons un effectif de 182 élèves, dont 86 garçons et 96 filles. Pour les premiers responsables de l'éducation, ce collège d'enseignement général vient soulager les parents d'élèves ainsi que le gouvernement burkinabé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là, justement, pour l'inauguration de ce CEG, qui va permettre donc de mettre ces élèves dans de très bonnes conditions
C'est vrai qu'il est équipé à moitié, mais ça fait plus de 35 millions d'investissements, aussi bien donc de l'association avec un peu plus de 28 millions de francs CFA et donc la contribution des populations. Et donc naturellement donc, le ministère de l'Éducation va travailler à l'équipement complet donc, de ce CEG et à son fonctionnement normal donc, par un appui supplémentaire. Le complexe scolaire comprend 4 classes et 2 bureaux administratifs entourés d'une grille, des latrines et une cuisine. Justement, dans les écoles, voici une situation difficile à gérer pour de nombreuses jeunes filles. Nous parlons de la période des menstrues qui nécessite pourtant une gestion hygiénique au niveau des écoles. Un projet dans ce sens est lancé par l'ONG WaterAid en collaboration avec l'UNICEF. Et c'est un projet qui va couvrir 150 établissements scolaires des provinces du Sénou et du Yaga dans le Sahel. Faisal Sissé, Pinidje Nyanou et Lazare Sanou. Les acteurs ici présents affûtent leurs armes pour la promotion de la gestion des menstrues dans les établissements scolaires de la province du Sénou et du Yaga. L'objectif est de renforcer la connaissance et les capacités des acteurs. De façon spécifique, il s'agira au cours des 9 mois à venir à faire en sorte que dans 6 communes de la province du Yaga, dans 65 établissements scolaires, on devrait travailler à toucher au moins 150 000 personnes pour faire en sorte que cette question-là ne soit plus une question taboue. Ça voudrait dire que nous allons faire en sorte qu'il y ait des kits de communication que nous allons mettre à la disposition du monde que j'ai cité tout à l'heure. Faire en sorte qu'au niveau des établissements, on puisse se disposer de postes d'eau ou de latrines pour permettre aux filles là, de prendre en charge ces questions-là. La mise en œuvre efficace du projet, c'est la sensibilisation des principales actrices que sont les filles en milieu scolaire, même si la question des menstrues demeure toujours un tabou dans certaines contrées. L'appel que je tiens à lancer aux premiers responsables des établissements, c'est de sensibiliser d'abord les professeurs, le monde enseignant à comprendre d'abord cette thématique. Une fois que cette thématique est maîtrisée, ce sont ces acteurs qui vont pouvoir relayer les formations saines auprès des bénéficiaires que sont les filles. L'appel que je voudrais lancer à l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, c'est de leur demander de travailler à ce que ce projet soit une réussite dans cette province et que les résultats que nous allons atteindre puissent donc permettre, encourager le partenaire pour la mise à l'échelle de ce projet dans la région et voire donc dans le pays. Le projet Gestion des menstrues est mis en œuvre au Sahel par l'ONG WaterAid en collaboration avec UNICEF. Retour à Ouagadougou et direction le musée national où se déroule une exposition vente des meilleures œuvres en batik, en sculpture et en peinture. Ces œuvres abordent des thématiques comme la paix et la cohésion sociale. Elles avaient été retenues à la finale de la semaine régionale de la culture du centre. Nous découvrons ces œuvres avec Salifou Belem et Aruna Mari. Cette œuvre d'art est une création de Julien Zongo. Sculptée à base du bronze, elle représente l'Union pour la paix. C'est l'une des 36 œuvres de la région du centre exposées ici au musée national. Les œuvres sont celles des artistes plasticiens finalistes de la semaine régionale de la culture du centre. Dans la plupart des cas, nos artistes n'ont pas d'espace d'expression. Et nous saluons donc l'initiative de la région, de la direction régionale de la culture, d'organiser ce cadre d'expression-là pour ces différents artistes. Ce qui va rester à faire, donc, c'est de mener une sensibilisation pour amener beaucoup de gens vers nos musées, vers nos espaces de présentation de nos richesses culturelles. Pour le commissaire de l'exposition et le parrain, la promotion de l'art est vitale pour les acteurs de la filière. Au-delà de l'expression de nos vécus et de nos rêves, l'art est aussi un moyen de projection sur l'avenir. Il est important que des cas comme celui-ci soient répétés pour que ce soit une cas de promotion, de visibilité de nos artistes. Et je pense que comme ça s'est fait ailleurs, il est important qu'on puisse exposer les produits des arts sur les places publiques. C'est une bonne manière de passer par la commande publique pour embellir non seulement les lieux publics, et surtout pour permettre aux artistes de vivre décemment, parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, l'art est une source de devises. Cette exposition permet aussi aux 10 artistes et finalistes de la région du centre de monnaie leur talent.
Ces œuvres exposées sont aussi destinées à la vente jusqu'au 28 janvier dans l'enceinte du Musée national. En sport, Salitas est qualifié pour la phase de poule de la Coupe CAF. Le club burkinabé a battu Al Nassr de la Libye par le score de 3-1. Le match s'est joué cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou. Nous suivons les temps forts avec Salifou Belem, Lassina Sawargo et Salifa Ouedraogo. Ils l'ont fait. Les Colombes de Salitas intègrent la phase de poule de la Coupe CAF en ce samedi, jour d'anniversaire de leur président, le colonel Yacouba Ouedraogo. Battu 1-0 au match aller au Caire, Salitas devait réagir au retour. Au stade du 4 août, 30 minutes suffisent à Salitas pour répondre à son devoir. Sur ce corner exécuté par Cédric Badolo, Demekel Elizeto remet les Colombes sur orbite. Le but de Elizeto! 1-0, 2 minutes plus tard, le passeur se met dans la peau de buteur. Un centre en retrait de Rachid Koulibaly profite à Cédric Badolo. 2-0 pour Salitas, c'est également le score à la pause. À la reprise, Salitas maintient la cadence et obtient le break. Ila Sawadgo punit le portier libyen. 3-0, le représentant burkinabé est qualifié même avec la réduction du score intervenue à la 72e minute. 3-1 au final, Salitas pour sa première expérience en campagne africaine représentera bel et bien le Burkina dans la phase de groupe de la Coupe CAF. Une première pour le football burkinabé. Voilà, toutes nos félicitations à Salitassa. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.